Aujourd'hui, on se lance dans une mission un peu spéciale. L'idée de notre exploration, c'est de décortiquer un concept pour le moins vertigineux. Vertigineux, le mot est faible, ouais. Voilà. C'est tiré d'un ouvrage vraiment fascinant qui s'appelle The Physics of Life, donc la physique de la vie, de Adriane Béjean. Et l'objectif de notre plongée d'aujourd'hui, c'est de comprendre une thèse qui est en fait assez radicale. Complètement radical même. Ben oui, parce que l'idée, c'est que l'évolution, l'économie, la façon dont on conçoit nos avions ou même nos records olympiques, eh bien tout ça obéirait à une seule et unique loi fondamentale de la physique. C'est exactement ça, et c'est un prisme très particulier. Parce que bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut bien avouer que quand on regarde le monde autour de nous, on a surtout une impression de chaos, non? Ouais, on voit du désordre partout. C'est ça. Les embouteillages géants dans une capitale, les branches d'un vieil arbre qui partent dans tous les sens ou même la folie des marchés financiers. Tout a l'air complètement imprévisible. En apparence, oui. Mais là, la question que pose cette source, c'est et si la façon dont un fleuve creuse son lit, le balai du trafic aérien mondial et la vitesse du Usain Bolt répondaient tous très exactement au même plan d'architecte? Et c'est là que l'auteur frappe fort. Parce qu'il ne s'aventure pas du tout dans une énième théorie sociologique ou économique. Il ramène absolument tout, et j'insiste vraiment sur le mot tout, à la thermodynamique. D'accord, donc la physique pure et dure. Exactement. Pour poser les bases très simplement, la physique nous enseigne que dans la nature, rien ne se déplace sans y être poussé. Il n'y a pas de magie. Ouais, il faut une force, quoi. Voilà, il faut un moteur. Un moteur pour créer ce mouvement. Et ce moteur doit obligatoirement consommer un carburant. Et la théorie centrale ici, ce qu'on appelle la loi constructale, postule que tout système en mouvement modifie sa propre configuration spatiale au fil du temps pour s'écouler plus facilement. Ok, donc il s'adapte pour que ça glisse mieux, en gros. C'est l'idée. En d'autres termes, tout ce qui bouge et s'adapte pour faciliter son propre flux est, d'un point de vue purement mécanique et physique, qualifié de vivant. Alors attendez, là je dois tout de suite mettre un coup de frein, parce que ça c'est une définition extrêmement large, pour ne pas dire troublante, du mot vie. C'est déstabilisant, c'est vrai. Bah oui, si on sort de la biologie traditionnelle avec les cellules, l'ADN, tout ça, ça voudrait dire qu'un système fluvial, un fleuve quoi, ou même un courant marin est vivant au même titre qu'un renard ou qu'une être humaine comme moi. Selon cette loi de la thermodynamique, oui, absolument. C'est fou. Et par extension, l'ouvrage suggère que notre civilisation tout entière l'est aussi, sous forme de mouvement continu. Il y a d'ailleurs une anecdote dans nos notes qui illustre super bien ça, cette histoire de vol de nuit. Ah oui, l'auteur raconte un vol nocturne qu'il a fait au-dessus de l'Afrique de l'Ouest. Depuis le ciel, il observe une obscurité immense, totale. Mais elle est ponctuée par des milliers de petits points lumineux. Des feux de camp, c'est ça? Exactement. Et cette image, elle n'est pas juste poétique, c'est la traduction littérale de la vie humaine sur le paysage. La consommation de ce carburant bien précis, le bois qui brûle pour générer de la chaleur et cuire les aliments, dessine littéralement la carte de l'activité humaine. Donc la géographie de l'énergie. Voilà, la vie humaine se manifeste géographiquement très exactement là où l'énergie est transformée pour générer un flux. Ok, je veux bien que la métaphore soit belle pour un feu de camp un peu rustique, on l'imagine bien, mais ramener toute l'organisation de nos sociétés modernes, avec la culture, nos institutions, nos choix, un simple moteur qui brûle du carburant pour bouger, c'est une vision incroyablement déterministe, non? Je comprends tout à fait, ça peut paraître réducteur. Très froid, en fait. Sommes-nous vraiment juste des machines thermiques qui cherchent à brûler de l'énergie? Je suis un peu surprise par cette fatalité. C'est une réaction hyper légitime. Mais l'idée ici n'est pas de nier l'art ou les sentiments, c'est plutôt de révéler le substrat physique sur lequel tout ça repose. Les sources mettent en évidence une corrélation qui, franchement, ne laisse pas beaucoup de place au doute. C'est-à-dire? Si on trace un graphique représentant le produit intérieur brut, le PIB, des pays en fonction de leur consommation d'énergie globale, Ouais. on obtient une ligne droite quasiment parfaite. Ah oui, carrément. Le PIB, cette notion abstraite que les économistes débattent tout le temps, c'est en réalité une mesure physique stricte du mouvement. La richesse, ce n'est pas entasser des pièces d'or dans un coffre. C'est le dépassement massif de personnes, de matériaux, d'informations et d'idées. Ce qui soulève d'ailleurs une question énorme sur l'écologie, enfin sur l'efficacité énergétique en tout cas. Parce qu'on entend partout que pour sauver la planète, il faut des moteurs plus performants, des technologies plus sobres. C'est le discours ambiant, oui.
Bah oui, on se dit logiquement que si mon moteur est 2 fois plus efficace, je vais consommer 2 fois moins d'essence. C'est du bon sens. Ça semble logique, mais l'auteur pointe du doigt le fameux paradoxe de Jevons, qui vient complètement pulvériser cette intuition. Le paradoxe de Jevons, racontez-nous ça. Formulé au XIXe siècle, à l'époque où on observait l'utilisation du charbon. L'intuition voudrait que l'efficacité diminue la consommation globale. Sauf que, mécaniquement parlant, rendre une technologie plus efficace, ça revient à diminuer le coût énergétique du mouvement. Ok. Et quand bouger coûte moins cher, que fait le flux à votre avis? Il en profite pour bouger plus. Exactement. Il s'élargit. Il s'engouffre dans cette nouvelle liberté. Ah oui, c'est vrai que si on regarde l'histoire récente, c'est hyper frappant. On a inventé des moteurs de voitures beaucoup plus économes ces dernières décennies. Et le résultat? On roule beaucoup plus. Voilà, on n'a pas arrêté, on a fabriqué des voitures beaucoup plus lourdes, les fameux SUV, on a allongé nos temps de trajet pour habiter plus loin, et c'est la même chose avec les ampoules LED, non? Absolument. Au lieu d'éclairer juste le salon parce que ça coûtait cher, on s'est mis à éclairer les façades des maisons, les jardins, les ponts, toute la nuit. Parce que c'est devenu efficace et pas cher. C'est un excellent exemple. Et c'est exactement le même mécanisme que la fameuse courbe de Laffer en économie fiscale. Celle sur les impôts. Oui, baisser les taxes permet parfois de générer plus de revenus pour l'État, simplement parce que ça fluidifie massivement l'activité commerciale. La physique des flux est implacable. Un canal qui s'élargit ou qui devient plus lisse n'attire pas moins d'eau, il en attire considérablement plus. Ça me fait voir l'argent sous un angle totalement différent pour le coup. Comment ça? Si l'argent n'est pas une valeur refuge statique, qu'est-ce que c'est? Dans cette logique de thermodynamique, un billet de banque ou un solde sur un compte, c'est juste un ticket de mouvement, en fait. Un ticket de mouvement, j'aime bien l'expression. J'ai dépensé de l'énergie pour travailler, j'ai généré un flux, et en échange, on me donne ce jeton. Et ce jeton garantit qu'à l'avenir, je pourrais déclencher un autre mouvement. Comme commander un produit sur Internet. Voilà, demander à un camion de transporter mes courses jusqu'à ma porte. Mais attendez, si notre seule nature physique est de maximiser ce flux, ça voudrait dire qu'aucun pays ne choisira jamais volontairement de réduire son mouvement? De décroître. En tout cas, selon les principes mis en évidence dans l'ouvrage, c'est bien le cas. Restreindre l'accès au flux, c'est physiquement choisir l'asphyxie, c'est choisir la pauvreté plutôt que la richesse. Depuis qu'on a maîtrisé le feu, chaque groupe humain cherche à s'écouler plus facilement sur la Terre. C'est inéluctable alors. La question n'est donc pas de savoir comment arrêter ce flux, mais plutôt de comprendre comment la nature s'y prend pour organiser cette expansion sans que ça devienne un embouteillage monstrueux et permanent. Et c'est là que ça devient fascinant sur le plan de la géométrie pure, non? Comment est-ce qu'on organise ce chaos? L'auteur revient sur ce feu de camp dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. L'organisation du feu illustre parfaitement la naissance de la forme, le design naturel, pour optimiser un flux. Quelle que soit la culture humaine, l'époque ou le continent, un feu de camp est toujours construit selon les mêmes proportions. Ah bon? Lesquels? Toujours un cône ou une pyramide, où la largeur de la base est approximativement égale à la hauteur. Toujours. Et ce n'est pas un héritage culturel ou une lubie esthétique. Pourquoi cette forme spécifiquement alors? Parce que c'est la seule configuration spatiale qui permet à l'oxygène frais d'entrer par le bas et au gaz chaud de s'échapper vers le haut avec un minimum de friction. C'est ce ratio exact qui engendre la température de combustion la plus élevée. Donc c'est littéralement le flux d'air qui sculpte la forme du bois. C'est ça. D'ailleurs, pour la petite anecdote étymologique, le mot grec pour désigner le feu ou le bûcher, c'est pyra. Pyra, ah, comme dans pyramide. Exactement, c'est la racine directe. Les grandes pyramides de l'Antiquité sont, d'une certaine manière, la fossilisation architecturale de cette dynamique des fluides. Ok, je comprends comment l'air s'écoule autour d'un feu de bois, mais comment on passe de ça à la structure de nos villes ou au réseau électrique mondial? Comment la physique résout ce problème à une échelle géante? Par l'émergence d'un compromis obligatoire. Imaginons qu'on doive chauffer une très vaste région peuplée. Deux options extrêmes s'offrent à nous physiquement. Je vous écoute. La première, on construit une seule et gigantesque chaufferie centrale. Le foyer lui-même serait incroyablement efficace. Mais la chaleur devra voyager sur des milliers de kilomètres dans des petits tuyaux pour atteindre chaque maison. Ça fait beaucoup de pertes par friction en cours de route. Des pertes colossales. La seconde option, à l'inverse, ce serait de placer un tout petit radiateur rudimentaire dans chaque maison. Là, aucune perte de transport.
Mais la génération de chaleur à la source serait catastrophique, très inefficace. Précisément. Aucun des deux extrêmes n'est optimal. Donc, la seule façon de maximiser l'efficacité thermique globale, c'est de combiner les deux. On fait un mix. On construit quelques grands centres de distribution très performants, on les relie à de gros canaux qui transportent rapidement l'énergie sur de longues distances, et ensuite on les connecte à une multitude de petits canaux capillaires qui irriguent localement. Et ça, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie. C'est la naissance mathématique de la hiérarchie, oui. Alors je dois vous arrêter sur ce mot précis, hiérarchie. Dans notre contexte actuel de société, je veux dire, c'est presque un gros mot, non ? Oui, c'est très connoté. Ça évoque l'oppression, l'inégalité, une sorte d'élite au sommet qui draine les ressources de la base. Appliquer un concept aussi politiquement chargé à des lois naturelles, honnêtement, ça me pose un petit problème moral. Et c'est un blocage très fréquent, tout à fait compréhensible. Mais l'ouvrage insiste lourdement sur la nécessité de déconnecter ce terme de sa charge morale. Il rapporte simplement les faits physiques. Sans aucun jugement de valeur, donc. Aucun. En physique, une hiérarchie, ce n'est pas un système d'oppression. C'est littéralement la seule solution géométrique existante pour baigner intégralement une surface ou un volume avec un flux, tout en minimisant la résistance. C'est le principe du « quelques grands et beaucoup de petits ». Vous avez un exemple concret dans la nature ? Les poumons humains. Ils sont structurés selon exactement 23 niveaux de ramification hiérarchique. Une grande trachée, quelques grosses bronches et des millions d'alvéoles microscopiques. Si nos poumons n'étaient pas structurés de manière strictement hiérarchique, on serait incapable d'extraire l'oxygène pour survivre. Ah oui, vu sous cet angle biologique, c'est imparable. Et du coup, si la nature force nos poumons ou les rivières à adopter cette forme hiérarchique pour survivre, alors nos propres inventions technologiques ne doivent pas avoir le choix non plus. Exactement. Elles sont soumises à la même friction atmosphérique et terrestre. Si on prend l'industrie aéronautique, l'évolution de nos avions commerciaux obéit strictement à ces lois. La loi constructale s'applique aux avions aussi. L'histoire de l'aviation est un cas d'école. Si on trace l'évolution de tous les modèles d'avions commerciaux du siècle dernier, une tendance indéniable émerge. Les nouveaux modèles qui dominent le marché sont systématiquement plus grands et plus lourds que leurs prédécesseurs. Toujours plus gros, quoi. Oui, parce que déplacer une énorme quantité de masse en un seul voyage dans un gros porteur coûte beaucoup moins d'énergie par passager que de faire voler 50 petits avions séparés. Mais il y a forcément une limite à cette croissance. Un avion ne peut pas grandir de façon anarchique à l'infini. Et c'est là que l'anatomie de la machine rejoint celle de l'animal. L'avion, en grandissant, est contraint de respecter des règles strictes de proportionnalité pour continuer à flotter efficacement dans l'air. Des règles du genre. Les données montrent que l'envergure des ailes d'un avion commercial performant finit toujours par être à peu près équivalente à la longueur de son fuselage. Tout écart par rapport à cet équilibre thermodynamique est puni par l'évolution. Ce qui explique l'échec tragique du Concorde. Voilà. C'était une merveille absolue sur le plan technique, mais économiquement, évolutivement parlant, ça a été un cul-de-sac. Le Concorde, c'est l'exemple parfait d'une mutation non viable. Sur le graphique de l'évolution des avions, il représentait une anomalie totale. Il a tout sacrifié à la vitesse pure. Sa forme en flèche brisait la règle de proportionnalité, envergure et fuselage. Ouais, il luttait violemment contre l'atmosphère. Il gaspillait une quantité faramineuse d'énergie pour transporter très peu de passagers et franchir le mur du son. La nature tolère l'exploration, mais elle finit toujours par éliminer les systèmes qui s'écoulent avec trop de friction. Il y a quand même un truc qui me chiffonne dans cette théorie du toujours plus grand pour être plus efficace. Je sens que vous allez parler d'informatique. Bingo. L'informatique nous prouve exactement le contraire. Les premiers ordinateurs prenaient la taille de pièces entières et aujourd'hui, j'ai plus de puissance dans ma montre connectée. La miniaturisation, ça contredit complètement cette loi de croissance, non ? C'est un paradoxe apparent et c'est une excellente remarque. Mais en réalité, la miniaturisation informatique n'est pas l'inverse de la croissance. Ah bon ? C'est l'application de cette même loi à un paramètre différent, la densité. L'objectif d'un microprocesseur n'est pas de déplacer un objet lourd, mais de déplacer de l'information, des électrons, le plus vite possible. Dans un espace très contraint. Voilà. Et pour que ce flux d'électrons s'intensifie, il fallait compacter les composants. Sauf qu'en compactant, on génère une chaleur immense qui bloque le flux. La fameuse surchauffe de nos PC ? L'évolution de l'informatique a donc été une lutte acharnée pour inventer des canons d'évacuation de la chaleur. On est passé du refroidissement passif au ventilateur, puis au caloduc en cuivre et au refroidissement liquide. Donc on n'a pas arrêté de croître. Non,
On a fait croître la densité de la complexité thermodynamique dans un espace miniature pour permettre à l'information de continuer à couler. Le flux trouve toujours son chemin, c'est fou. Et cette recherche d'efficacité, ça me rappelle les fondamentaux de certains sports collectifs, en fait. Ah oui? Lequel? Au basketball, l'une des premières choses qu'un entraîneur vous apprend, c'est qu'il faut faire des passes. Plutôt que de courir avec la balle. Exactement. Parce que le ballon volera toujours plus vite dans l'air qu'un joueur qui court en dribblant avec la friction de ses chaussures sur le parquet. Et ce principe de faire circuler l'objet plutôt que la personne, c'est d'ailleurs ce qui a révolutionné l'industrie avec Henry Ford. La chaîne de montage. Exactement. Avant ça, les ouvriers marchaient autour de la voiture. Ford a inversé le processus, il a fixé les ouvriers et fait couler la voiture devant eux sur un tapis. C'est de la mécanique des fluides pure appliquée au travail humain. Ce parallèle avec le sport est loin d'être une simple coïncidence. La source qu'on analyse consacre une part importante à démontrer que le corps de l'athlète de haut niveau évolue selon les mêmes équations que nos usines. L'humain évolue mécaniquement. Complètement. Si on analyse les archives olympiques sur le dernier siècle, la morphologie des athlètes les plus rapides a radicalement changé. La taille moyenne des sprinteurs ou des nageurs d'élite a augmenté 2,5 fois plus vite que celle de la population générale. C'est indéniable quand on regarde l'envergure de certains nageurs ou la taille d'un Usain Bolt, par exemple. Mais concrètement, au niveau de la physique, pourquoi être plus grand permet-il d'aller plus vite? Il faut comprendre la biomécanique élémentaire. Courir, ce n'est pas rouler. Courir, c'est une succession de chutes contrôlées vers l'avant. On tombe à chaque pas? Et on se rattrape. Et là intervient une formule issue de la physique classique. La vitesse d'un corps en mouvement cyclique est proportionnelle à sa masse élevée à la puissance 1/6. Oula, la puissance 1/6. Vous pouvez rendre ça un peu plus digeste pour ceux qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Imaginons 2 poteaux plantés dans le sol. L'un d'1 mètre, l'autre de 2 mètres. Si on les pousse pour les faire tomber, le sommet du poteau de 2 mètres générera beaucoup plus de vitesse avant de heurter le sol. Parce qu'il part de plus haut? Voilà. Chez un athlète très grand et lourd, le centre de gravité est très haut. Lorsqu'il penche son corps vers l'avant, il profite d'un effet de balancier bien plus puissant. Sa chute génère une vitesse horizontale supérieure à chaque foulée. La physique favorise systématiquement les grands gabarits pour la vitesse pure. D'accord, c'est mécanique. C'est aussi ce qui explique la hiérarchie des vitesses entre les espèces. Un animal qui vole avec une très faible résistance de l'air sera toujours plus rapide qu'un coureur. Et un coureur sera toujours plus rapide qu'un nageur qui lutte contre la densité de l'eau. C'est un peu brutal de réduire la biologie à la mécanique de la chute, mais c'est vrai que la logique est imparable. Ce qui m'amène d'ailleurs à cette anecdote présente dans nos notes, sans doute ma préférée de notre exploration. Celle avec le biologiste canadien. Oui, l'histoire de ce biologiste un peu alarmiste. Racontez-nous. L'histoire est vraiment frappante. L'auteur raconte avoir partagé un graphique avec ce confrère. Le graphique montrait une courbe universelle liant la masse corporelle des animaux à la taille de leur cerveau, depuis les petits mammifères jusqu'aux grands prédateurs. Une belle courbe bien propre. Voilà. Le biologiste a alors cherché la position de l'être humain sur cette courbe. Il a croisé la masse moyenne d'un humain nu avec la taille de notre énorme cerveau, et il s'est aperçu que le point tombait complètement en dehors de la ligne. Comme une anomalie. Selon ce graphique, notre cerveau est absurdement, dangereusement gros pour un corps si petit. Et comment a réagi ce pauvre biologiste face à cette anomalie pampan? Il a pris un stylo et il a littéralement écrit sur le graphique « Nous sommes condamnés ». Condamné. Eh oui, parce que dans la biologie évolutionniste classique, une espèce qui s'éloigne à ce point des proportions naturelles est considérée comme un accident de parcours en voie d'extinction. Une espèce qui dépense beaucoup trop d'énergie pour nourrir un organe surdimensionné par rapport à sa carcasse. J'avoue que la première fois que j'ai lu ça, j'ai eu un petit moment de doute existentiel. Mais c'est là qu'arrive la grande révélation du livre. Le véritable moment eureka de tout ça. L'erreur de calcul. Oui, l'erreur de ce biologiste, ce n'est pas la taille de notre cerveau, c'est la façon dont il a calculé la masse de notre corps. Exactement. Il raisonnait comme si l'homme moderne n'était qu'un singe nu dans la savane, mais la loi constructale exige de prendre en compte la totalité du système qui est mis en mouvement. On ne se déplace plus nu dans la savane, pour le coup. Non, l'être humain a fusionné avec ses propres inventions pour former une entité hybride, l'espèce homme-machine. Donc, la masse corporelle de l'humanité, elle ne s'arrête pas à notre peau.
Loin de là, notre masse physique, elle inclut nos manteaux, nos chaussures, les voitures que nous conduisons, les avions commerciaux que nous remplissons. Les réseaux ferroviaires et les infrastructures. Absolument tout ce qui permet de nous animer. Et si l'on additionne toute cette masse physique titanesque que notre espèce déplace quotidiennement et qu'on recalcule notre position sur le graphique, Et là, miracle. la taille de notre cerveau s'aligne à la perfection avec la courbe universelle de l'évolution. C'est génial. Donc nous ne sommes pas une anomalie biologique condamnée à disparaître? Pas du tout. Notre cerveau est géométriquement et thermodynamiquement de la taille exacte qu'il doit avoir pour concevoir, piloter et maintenir ce gigantesque exosquelette technologique qui nous sert de corps. C'est un bouleversement complet de notre rapport au monde. On passe notre temps à opposer la technologie à la nature, Oui, en considérant que tout ce qui sort d'une usine est complètement artificiel, voire destructeur. mais sous ce prisme, l'artificiel n'existe pas. La technologie, c'est littéralement la poursuite de l'évolution biologique par d'autres moyens. Il n'y a aucune rupture entre un barrage de castor, une termitière et les câbles sous-marins d'Internet. Tout découle du même processus naturel qui cherche à élargir le flux. Et pour rassurer un peu sur cette idée d'une croissance infinie qui détruirait tout, il faut rappeler que ces phénomènes suivent toujours ce que la physique nomme une courbe en S. La fameuse courbe en S. Le développement est d'abord lent, puis il y a une phase de croissance exponentielle agressive, notre ère industrielle actuelle, mais au final, le système atteint toujours un plateau de maturité. Donc ça finit par se stabiliser sans exploser. Voilà, le flux se stabilise quand il a trouvé sa configuration géométrique optimale pour irriguer l'espace, sans aboutir à l'effondrement redouté. C'est un message qui est paradoxalement très optimiste, je trouve, et bien ancré dans les lois de l'univers, qui nous rappellent que l'ordre finit toujours par émerger du chaos. Mais pour refermer cette exploration, je voudrais proposer une petite réflexion. Un pas de côté pour ceux qui nous écoutent. Je vous en prie, la dynamique des fluides permet toutes les projections. Allez-y. Eh bien, si l'univers entier est programmé pour modifier sa géométrie afin de faciliter ses propres flux, qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir de l'intelligence artificielle ? Oh, excellente question. Aujourd'hui, les flux de données invisibles, ces zeta-octets d'informations échangées chaque seconde, sont en train de supplanter nos flux physiques traditionnels. Si on suit cette fameuse loi constructale, ne va-t-on pas voir ces algorithmes, propulsés par la chaleur inouïe des centres de données, redessiner littéralement la géographie énergétique de notre planète ? C'est fort probable. On peut se demander si nos simples lignes de code n'agiront pas demain avec la même force géologique brute que ces fleuves primitifs qui, très patiemment, ont fendu les montagnes pour trouver le chemin le plus court vers l'océan. Une pensée fascinante à garder en tête la prochaine fois qu'on sera face à nos écrans.